Bienvenue sur le podcast de Pédagogie du Vivant, le podcast qui parle d'éducation en plein air. Je m'appelle Claire et chaque semaine, je reçois ici un ou une pédagogue qui nous partage son expérience en matière d'éducation hors des murs. Famille, professeurs des écoles, éducateurs, animatrices. Ces conversations ont pour but de transmettre et diffuser des pratiques diverses et variées qui tendent toutes vers un objectif: permettre aux enfants de passer un maximum de temps en extérieur et plus particulièrement au contact de la nature. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout, à le partager autour de vous pour disséminer les graines de l'éducation en plein air. Et au passage, cela soutient mon travail et me fait chaud au cœur. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Pédagogie du Vivant, tout attaché. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Margot, qui s'est donné pour mission d'aider les enfants à grandir avec la nature à travers sa structure Bas les Murs qu'elle a lancée en 2023. Au moment où nous avons enregistré l'épisode, Margot avait animé ses premiers ateliers en nature seulement quelques semaines auparavant, après avoir travaillé durant plusieurs années dans un tout autre domaine. À travers cette discussion, Margot nous raconte sa reconversion professionnelle, des raisons qui l'ont motivée à se lancer, à la manière dont elle gère cette toute nouvelle activité. Chaque semaine, vous êtes nombreux et nombreuses à me faire part de votre envie de vous lancer à votre tour dans l'accompagnement des enfants en nature. Et je suis certaine qu'après avoir écouté Margot, vous vous direz « Et pourquoi pas moi ?» En tout cas, je vous invite à considérer la question avec sérieux parce que vous allez le voir, plaisir et enthousiasme sont au rendez-vous. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Margot! Bonjour Claire! Bienvenue sur le podcast, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire dans quel coin tu es installée et ce que tu fais dans la vie? Bien sûr. D'abord, merci de me recevoir. Donc, moi j'habite à Pantin, à côté de Paris et en fait, après avoir, travaillé 15 ans dans la communication, en fait, j'ai quitté mon travail en mars pour monter un nouveau projet, en fait, qui s'appelle Bas les Murs et dont la mission est un peu, d'aider les enfants à grandir avec la nature. Donc ça va passer par des ateliers, des contenus vidéo pédagogiques, des formations, des produits, enfin c'est assez varié et la mission est vaste. Ouais, mais tu vas nous raconter tout ça, juste après. D'abord, est-ce que tu veux bien nous dire quel était ton rapport à la nature lorsque tu étais enfant? Bien sûr, en fait, moi j'ai toujours vécu en ville et mon rapport à la nature, il était plutôt cantonné, en fait, aux vacances. Moi j'ai toujours adoré être dehors, mais plutôt à la base pour faire du sport. Je faisais beaucoup de skate, de roller, du vélo quand j'étais petite, mais c'était plutôt dans des environnements, on va dire bitumés, ça restait en ville et le souvenir que j'ai avec le vivant, il c'est plutôt pendant les grandes vacances où, en fait, on partait souvent en famille, dans des gîtes qu'on appelle des gîtes ruraux, donc à la campagne et en fait, on passait notre temps dehors avec mon cousin qui était âgé de quelques années plus que moi, et donc on passait notre temps dehors et notre principale activité, c'était, de chercher les lézards et de les observer, de leur donner des noms et j'ai une pensée pour Buldo, donc parce que évidemment, qui lui avait mordu le doigt. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on passait vraiment beaucoup de temps à faire ça et on jouait aussi pas mal à la rivière, on faisait des ricochets, on s'envoyait des pierres, des trucs comme ça, évidemment très malin puisqu'il y en a une qui s'est cassée, qui a fini dans mon tibia et j'ai fini avec 4 points de suture, mais globalement, mais c'est un peu comme ça que j'ai découvert le vivant, mais c'était vraiment sur des périodes assez particulières, qui se cantonnaient aux grandes vacances. Et alors, tu viens d'évoquer, 15 années de boulot dans la com. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus, nous partager, ton parcours professionnel, depuis, ta formation initiale jusqu'à, la création de Bas les Murs? Alors en fait, moi j'ai commencé par, faire un bac scientifique, option biologie parce qu'en fait j'aimais beaucoup, beaucoup les sciences quand j'étais petite. Je passais ma vie à la Cité des sciences, je sais pas si tout le monde connaîtra, mais les palais de la découverte, c'est des choses, qui existent à Paris où justement tu apprends plein de choses, tu manipules et tout, c'était super et mon oncle aussi, qui avec qui je passais pas mal de temps, m'avait appris quelques lignes de code. Donc j'étais un peu une geek, hein, en vrai quand j'étais petite
Et puis après le bac, en fait, j'avais pas trop envie de continuer les sciences, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'hésitais entre du cinéma, du sport, du commerce, vraiment, comme beaucoup en fait, je savais pas vraiment, vers quoi aller. Et puis finalement, j'ai fait du commerce pendant 2 ans et puis j'ai continué par une école de communication puisqu'en fait, j'avais toujours été fan quand j'étais petite d'une émission qui passait sur M6 qui s'appelait Culture Pub et que j'adorais imaginer et construire des images sur les logiciels de création. Donc il y avait toujours un peu ce côté geek et ce côté création, qui m'a suivie. Et puis après, en fait, j'ai fait un master 2 multimédia interactif où j'ai appris encore un peu plus de code et comment faire un CD-ROM. Alors, il y a peut-être des gens qui CD-ROM. Du coup, j'ai l'impression d'être très très vieille d'un coup. Euh, mais après ça, j'ai tout de suite enchaîné avec mon premier travail en agence de communication où j'étais donc directrice artistique et où je travaillais entre autres pour des campagnes d'affichage pour la Cité des Sciences. Alors c'était quand même drôle parce que finalement, je me suis retrouvée à quand même travailler pour la Cité des Sciences et finalement, la boucle était un peu bouclée. Et j'ai adoré cette agence, j'y suis restée 3 ans, ça m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup aimé le métier aussi, et c'est encore quelque chose que j'apprécie. Enfin, j'ai pas quitté le métier parce que je l'aimais pas. J'y reviendrai peut-être juste après, mais en fait, ce que j'ai aimé, c'était le fait de traduire un concept en image, trouver le bon visuel, la bonne accroche, le bon support. J'ai travaillé sur plein de trucs, de l'identité graphique, de l'affichage, des sites web, des films. Bref, c'était hyper varié. Et puis au bout de 3 ans, je me suis dit: «Bon, j'avais un peu fait le tour de cette agence». Je me suis dit: «Allez, je vais partir voyager», puisqu'en fait, j'avais jamais vraiment bougé et je suis partie en Australie toute seule, grâce à un visa qui s'appelle, Working Holiday Visa. Et en fait, je crois que c'est vraiment là-bas que j'ai, eu un 1er choc et que j'ai rencontré le vivant en Australie. Il faut savoir que c'est quand même quelque chose, hein, et c'était vraiment un voyage exceptionnel. Pendant 10 mois, j'ai traversé le pays, j'ai rencontré des espèces que vraiment j'avais jamais vues auparavant, en fait, et j'ai fait la connaissance de personnes très différentes, avec qui j'ai voyagé un peu partout en Nouvelle-Zélande, en Indonésie, en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, bref, c'était super. Et quand je suis rentrée en France, en fait, j'avais un peu attrapé, le virus du voyage, comme on dit, le travel bug, et j'avais qu'une envie, c'était de repartir. Donc je me suis retrouvée, j'ai enchaîné un peu les missions en freelance, que ça m'allait très bien, parce que du coup, je passais d'une mission à l'autre, d'une agence à l'autre et tout. J'avais pas vraiment envie de me poser. Et puis il y a un moment où j'ai eu un peu un coup de foudre pour une agence, et c'est là où je suis restée 10 ans et c'est là aussi où j'ai rencontré en même temps mon conjoint. Et donc là, il fallait que je trouve comment composer entre, mon envie de voyager et puis cette nouvelle vie, qui s'offrait à moi. Et alors on a réussi, donc avec, mon conjoint à voyager. Donc on est d'abord partis 3 semaines en Argentine, un peu plus tard, pardon, 3 mois, en Asie. Et pendant ce temps-là, j'ai continué à travailler dans cette agence que, évidemment que j'affectionne beaucoup, dans laquelle j'ai eu la chance de faire des choses hyper créatives avec des gens formidables, et surtout j'avais des managers géniaux. Enfin c'était vraiment une super expérience. Hem, j'avais énormément d'autonomie, en fait, dans cette agence, donc c'est chouette. Et puis, certes, je travaillais beaucoup, enfin, dans la com, souvent, on travaille beaucoup et là, je travaillais beaucoup, mais ça m'allait. Enfin, franchement, j'y ai passé, des moments super, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de trouver plus de sens à ce que je faisais, de me renouveler et surtout d'apprendre de nouveau. Parce que c'est vrai que, au bout de 10 ans, c'est vrai que c'est un cycle qui est assez long, et c'est à ce moment-là que je me suis dit: «En fait, j'ai besoin de changement et j'ai besoin de faire autre chose, en fait». Et c'est pour ça donc c'était en mars de cette année, j'ai démissionné pour un projet, de reconversion et de création d'entreprise, qui était donc à la base une école, dans la forêt en banlieue parisienne. Ça peut paraître un peu antinomique, mais en tout cas, c'était mon projet de base. Et c'est pour ça que je me suis formée à la pédagogie Montessori, à la pédagogie par la nature, et j'ai un peu trituré le projet dans tous les sens. J'ai énormément lu, j'ai rencontré plein de personnes, j'ai visité plusieurs écoles, j'ai écouté, je pense, tous les podcasts sur les porteurs de projets qui existaient à ce moment-là. Et j'avoue que, en fait, j'ai un peu pris peur devant la montagne, qui m'attendait, sachant que je viens donc d'un milieu hyper différent, que c'était tout nouveau et tout ça. Je me suis pas sentie les épaules, tout de suite. Et donc j'ai réfléchi à une autre manière de prendre le sujet, pour répondre donc toujours à la même mission. Ça, j'ai pas changé d'idée, donc c'est-à-dire d'aider les enfants à grandir avec la nature, mais sans forcément, porter la responsabilité des murs. Et c'est ça qui m'a fait vraiment peur, où je me suis dit: «OK, il faut que je commence un peu différemment», quitte à y revenir plus tard d'ailleurs.
Mais alors du coup, donc il y a eu des voyages, tu as été dans une recherche de sens, mais est-ce que tu te souviens du cheminement, que tu as eu? Qu'est-ce qui t'a amené précisément à te tourner vers, l'éducation en nature des enfants? Parce que c'était pas du tout un public, du coup vers lequel avec lequel tu travaillais jusque-là, donc qu'est-ce qui s'est passé? Pas du tout. Et ben, je crois que comme beaucoup de porteurs de ce type de projet, la naissance de mon fils, il y a 4 ans, a complètement rebattu les cartes. En fait, donc je bossais énormément sans vraiment y réfléchir, mais aussi parce que ça me plaisait. Enfin, j'avais pas du tout de souci avec ça. Et puis tout à coup, bah, il y a les priorités qui sont plus les mêmes. Et d'un coup, il y a un petit machin qui est là, avec qui on passe beaucoup de temps, avec qui on a envie de passer beaucoup de temps. Et donc je me suis dit: «Bah» en fait, il y a eu aussi le confinement. Donc ça, nous, c'est assez bien tombé parce que notre fils avait 6 mois à ce moment-là et on a vraiment savouré le fait d'être ensemble et cette heure qu'on avait dehors par jour, bah, en fait, on en a plus que profité. On essayait de grappiller à chaque fois un petit peu plus et on en voulait plus, 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 plus de temps dehors. Et donc après, la vie a continué son cours, mais mon fils est rentré à l'école et là, j'ai fait le constat qu'en fait, les enfants, ils sortaient vraiment extrêmement peu pendant les temps de classe et pourtant, il est dans une école qui est super, les maîtresses sont formidables et l'école en elle-même est dans un parc, bon, dans un parc de ville, mais quand même dans un parc, quoi. Et moi, c'était déjà le cas, quand j'étais à l'école à Paris, j'étais dans le 19e, donc toute la journée on est dans une salle, alors que la plupart des apprentissages pourraient clairement se faire dehors. Et quand on sort pour la récré, bah, en fait, c'est une cour qui est bétonnée entre 4 murs, avec un arbre si on a un peu de chance, mais vraiment si on a un peu de chance. Et alors oui, c'est sûr, et là, il y a plein d'initiatives qui commencent à émerger avec les cours Oasis, par exemple, et tout. Mais il y a encore un vrai, vrai changement à opérer. Et donc, c'est vrai que j'en ai pas mal discuté avec une des éducatrices de l'école, et elle a complètement suivi mon changement de vie parce qu'en fait, donc c'est une école Montessori. Moi, je me suis formée à la pédagogie Montessori et tout ça, donc on a pas mal discuté et elle était hyper en accord avec, le projet d'école dehors que j'avais à la base et surtout l'importance de passer plus de temps à l'extérieur et c'est elle qui m'a donné la chance de commencer les ateliers dans l'école. Et alors dernier choc et dernière chose qui m'a un peu motivée, je me suis dit: «Oh là là, faut vraiment faire quelque chose». Il y a un petit copain, c'est vraiment une anecdote, mais il y a un petit copain de mon fils qui est venu à la maison. On a la chance d'avoir un tout petit bout de jardin, et là, il est tombé nez à nez avec un escargot, il a pris peur. En fait, il en avait jamais vu un auparavant. Donc il avait 3 ans et je me suis dit: «Waouh, c'est chaud là. Il y a vraiment il faut vraiment qu'on fasse quelque chose». Donc voilà et je me suis dit: «Bon, bah, c'est ça, c'est moi ce que j'aime, c'est être dehors». J'adore, j'adore passer du temps, avec les enfants et je pense que la mission, elle est importante. Donc je me suis dit: «Allez, je me lance». Et du coup, donc là, tu parles d'ateliers que tu as fait, au sein d'une école. Est-ce que, tu peux expliquer quelles sont les structures dans lesquelles tu interviens? Est-ce que ce sont toujours des interventions en structure ou est-ce que tu fais ça, aussi toi de ton côté? Alors je débute, hein, mais en fait, donc il y a cette école dans laquelle j'ai fait plusieurs interventions, plusieurs ateliers, donc c'est une école, Montessori, donc on a fait plutôt de l'école dehors. C'est un peu des 2. C'est à la fois des ateliers, mais on y reviendra juste après. J'ai rencontré parallèlement à ça une femme qui a créé, sa propre structure et avec laquelle j'ai fait un truc qui s'appelle une mini colo. Donc pendant les vacances, elle s'occupait, le matin d'un peu des activités, artistiques, donc c'était dans une structure, dans un lieu donné, et l'après-midi, moi, je faisais les ateliers nature au parc Monceau, c'était en l'occurrence. Donc c'est les 1res choses que j'ai faites, voilà, donc depuis, donc on est en novembre, j'ai commencé en octobre vraiment les 1ers ateliers. C'est tout frais. Mais oui, c'est tout frais! Et alors justement, comment est-ce que tu t'es préparée pour ces premiers ateliers? Comment est-ce que tu t'es sentie dans les jours qui ont précédé? Raconte-nous un petit peu ce qui se passe avant. Bah, en fait, j'avais, je pense, la théorie entre, le BAFA que je venais de passer, j'avais fait ma formation Montessori, mes stages, ma formation PPN, toutes les lectures que j'avais faites, j'avais l'impression en tout cas d'être pas mal de ce côté-là. Et puis en plus depuis avril, je m'étais constitué tout un petit répertoire d'activités que je consigne sur mon compte Instagram Bas les Murs. Donc j'avais un peu tout ça. Et puis j'avais aussi fait plusieurs sorties avec, Anne-Jeanne de l'Appel de la Forêt pour voir, comment se déroulait un peu concrètement un atelier dehors. Donc ça, c'était un peu, voilà toute ma petite valisette que j'avais avec moi
Et ensuite, j'ai pas mal travaillé avec l'éducatrice de la classe de mon fils pour justement adapter les ateliers à ce que les enfants, eux, étaient en train de voir en classe et surtout composer avec la taille du groupe parce que quand même ils étaient nombreux. C'est une classe de eux, ils étaient 26 mais il y en avait 20 qui participaient. Donc je me suis posée enfin, on a essayé de voir comment gérer, les activités pour 20 enfants en même temps. Qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble et puis qu'est-ce qu'on fait plutôt en petits groupes? Et puis surtout, il y a un livre qui m'a pas mal aidée, qui est le livre d'Alexandre Ribot qui s'appelle «Faire classe dehors», qui aborde vraiment l'organisation des séances, vraiment très concrètement, avec un peu de théorie, mais surtout, beaucoup de pratique, des retours d'expérience et tout ça. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une mine d'or pour se lancer. Donc tout ça, c'était la théorie, tout ça je l'avais en tête, mais vraiment entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Donc tout était prêt, franchement tout était prêt, archi prêt. Alors j'ai révisé le cercle d'accueil avec mon fils, je lui faisais faire la chanson et tout. J'ai aussi beaucoup échangé avec mon fils parce que c'est pas si fréquent d'avoir sa maman qui débarque à l'école pour proposer un atelier. Mais moi j'en dormais hyper mal quoi. J'étais vraiment, j'essayais de pas trop le montrer et tout, mais j'étais ultra stressée. C'est vraiment je pense que j'ai fait des réunions avec des gens très importants et tout, mais de me retrouver face à un public d'enfants, vraiment c'était très dur, c'était très compliqué. Ouais, mais je partage, je me souviens aussi moi des premiers, je dirais, même parce que ça perdure un petit peu à chaque fois quand on change de groupe. Quand on a toujours le même groupe, les mêmes enfants, hem, ça se gère assez rapidement, mais moi je me souviens, c'est dès qu'il y avait les parents, quand il y avait les familles, je me mettais une pression dingue parce que le regard, je le sentais encore plus pesant alors qu'en fait, à chaque fois, ça s'est bien passé. Mais je me souviens, oui, de ces stress aussi, des 1ers ateliers et puis parfois encore aujourd'hui, suivant le cadre, suivant les contextes, le groupe, il y a ce petit, ces petits papillons dans le ventre là juste avant où on se dit: «Ouh là là, comment ça va se passer? Quel va être, voilà l'accueil du groupe?» et bon et alors est-ce que, tu veux bien nous raconter ce 1er atelier avec, ces 20 enfants? Comment est-ce que ça s'est passé? Comment tu as géré entre la théorie et la pratique? Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, donc je suis arrivée et j'avais l'impression de passer le bac, vraiment. Je sais pas si j'avais été aussi stressée auparavant. Je me demandais: «Est-ce qu'ils vont m'écouter? Est-ce que ça va les intéresser? Est-ce qu'ils vont participer? Est-ce qu'ils vont râler? J'en sais rien. Est-ce que c'est la bonne durée? Est-ce que» bref, il y avait 1000 questions qui me passaient par la tête et c'était assez inconfortable franchement. Même si j'étais super contente d'avoir cette chance et que je me disais: «Ça va bien se passer, il y a pas de souci et puis au pire, je ferai évoluer au fur et à mesure». Mais c'était vraiment assez compliqué. J'ai très, très mal dormi la veille évidemment. Donc j'avais préparé mon petit cercle d'accueil, j'avais une chanson que j'avais reprise, d'un groupe Facebook sur l'école dehors, que j'avais un peu changée. J'avais 3 ateliers, une chasse au trésor, qui était un peu en lien avec ce que faisaient les enfants, à l'école à ce moment-là. Un atelier plus créatif avec, la confection de bracelets nature et un atelier plus observation avec des loupes, des boîtes d'observation et tout ça et bien sûr un temps de jeu libre à la fin. Mais le défi, c'était de proposer assez de choses, en même temps pas trop non plus, pour qu'ils aient assez de temps pour avoir du jeu libre, que chaque activité demande pas trop de temps et de les faire coïncider en termes de timing. Parce que 3 ateliers en même temps, finalement, c'est pas si évident à gérer. Alors on peut pas être partout, mais ce qui était hyper chouette, c'est qu'on était 3 adultes. Il y avait, donc j'étais là, il y avait l'éducatrice et aussi une ATSEM qui était là. Et vraiment c'est parfait pour une première fois. Parce que donc l'éducatrice qui était là, elle m'a vachement poussée, vachement rassurée, donc ça c'était vraiment top et donc j'avais tout installé dans le parc et là, ils sont arrivés. Donc j'ai vu l'éducatrice, j'ai vu les enfants, j'ai vu mon fils et là, j'ai vraiment les larmes qui sont montées d'un coup et je me suis dit: «Allez Margot, reprends-toi, ça va bien se passer». Mais c'était vraiment genre je maîtrisais rien, quoi. Et donc ils sont assis sur les rondins de bois, j'ai commencé à leur raconter un peu ce qui allait se passer. J'avais vraiment des trémolos dans la voix, c'était horrible. Mais je pense que je pense soit ils ont été hyper mignons, soit ils s'en sont pas rendus compte. Bon, en tout cas, ils étaient vraiment trop contents et très à l'écoute. Enfin, comme, 20 enfants de 4-5 ans, quoi. Il y en a qui faisaient complètement autre chose, mais il y en a qui étaient assez concentrés. Et donc je me suis présentée, j'ai présenté les ateliers, on a fait les groupes et tout s'est super bien passé. Et ils ont passé un super moment et moi aussi au final. Donc il y en a qui ont pas participé à tout il y en a qui restaient j'avais installé une bâche, avec des livres qui ont préféré faire ça. Il y en a qui ont préféré courir et tout ça, mais bon, c'était parfait.
et enfin, à mon échelle, en tout cas, pour une première fois, c'était parfait. Et surtout, j'avais de la chance parce qu'en fait, ils sortaient déjà régulièrement dans ce lieu. Donc, ils avaient déjà intégré les règles de sécurité, ce qui m'a permis de pouvoir vraiment me concentrer sur les activités. Donc, pour une première fois, c'était pas mal. Et puis aussi, c'était très rassurant d'avoir avec moi cette éducatrice qui les connaît par cœur. Bon, il y a aussi un truc, c'est que j'ai dû pas mal lâcher prise parce que je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas grave si certains participent pas ou pas longtemps et tout, moi, j'aurais eu envie qu'ils fassent tout et que» mais bon, ça, il faut un peu lâcher prise là-dessus. Mais ça s'est vraiment très bien passé. Ouais, effectivement, le cadre dehors amène, ce lâcher prise et le fait d'accepter que les enfants, sont parfois, souvent même, intéressés par d'autres choses que ce qu'on va leur proposer, d'où la place que prend le jeu libre dans la pédagogie par la nature, où en fait, il y a des plus forts que tout. Tu peux présenter l'activité la plus géniale du monde, s'ils sont captivés par autre chose, enfin voilà, tu peux faire des pirouettes dans tous les sens, ils resteront, captivés par cette chose mais c'est aussi ça qui leur fait du bien en fait, si c'est ça qui leur plaît à ce moment-là, c'est tout ce qui compte, quoi. Mais effectivement, toi, quand tu prépares une activité, tu as envie que le groupe, soit dedans, s'investisse et parfois, ouais, il y a des petites frustrations quand on voit que ça prend pas tout à fait comme on le souhaitait ou que ça touche pas tout le monde moi, ça m'est déjà arrivé quand on dit: «Alors, ça vous dit?» et puis il y en a la moitié qui fait: «Oh, pas trop». Bon d'accord, on va passer à autre chose alors. Exactement. Et puis il y a des trucs qui marchent pas hyper bien. Je me rappelle avoir fait, des petites araignées, grâce à je crois que c'est dans ma nature qui fait ça et sauf que ça n'a pas du tout fonctionné. Les trous que j'avais préparés étaient pas assez gros et tout et du coup, bah, ça a tourné un peu en eau de boudin. On a dû passer à autre chose assez rapidement. Mais donc, il y a tout un moment aussi, il faut bah, tant pis, on va faire autre chose et il faut s'adapter. Donc, mais c'est vrai que c'est pas évident et de se dire: «Bah, c'est pas grave. C'est pas grave, bah, il veut faire plutôt autre chose, il veut regarder une fourmi pendant 1 heure, bah, c'est très bien». Et alors tu t'es sentie comment à la fin de l'atelier? Vidée, complètement vidée. J'étais heureuse, mais vraiment ça m'a rincée, quoi. Je me suis dit: «OK» et c'était pas très long, franchement, ça devait être 1 heure et demie, mais j'étais rincée, mais j'étais hyper contente et hyper fière et et à ma place et je me suis sentie à ma place, en fait. Et ça, c'est chouette. Parce qu'il y a quand même toujours un peu, ce syndrome de, bah, est-ce que je suis prête? Est-ce que enfin, le syndrome de l'imposteur, est-ce que j'ai ma place? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que et d'un coup, le retour des enfants, voir que vraiment ça marche, quoi, bah, c'est hyper satisfaisant. Vraiment, hyper chouette. Et alors, maintenant que tu as fait quelques ateliers et puis, avant les ateliers, tu alimentais déjà, pas mal ton compte Insta où tu partages, des vidéos. Hem, Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé en toi et dans ton quotidien? Hem, des choses nouvelles, des choses qui que ce soit en positif, en négatif, mais par rapport à avant, depuis ton changement, depuis le mois de mars, qu'est-ce qui se passe en toi? Alors déjà, au niveau de mon quotidien par rapport à ma vie d'avant, parce qu'il y a quand même ça aussi, c'est tout a changé en fait, vraiment tout a changé parce que, bah, j'allais tous les jours au travail de 9 heures à 18h30 tout ça, et j'avais un peu ma petite routine et tout. Là, aujourd'hui, tous les jours sont différents, enfin, il y a pas un jour qui se ressemble et ça, c'est super chouette. Je passe beaucoup de temps dehors, et je me sens vachement, à ma place. Ce qui est un peu plus déstabilisant, c'est que là où je maîtrisais, assez bien dans mon domaine d'avant, puisque j'y avais passé quand même 15 ans, où j'étais assez écoutée et c'était assez confortable, bah, là, en fait, je dois tout réapprendre et me former en même temps que j'avance. Donc ça, c'est parfois un peu déstabilisant et bah, heureusement, j'ai rencontré des personnes, qui sont formidables, avec qui je fais des ateliers. Donc cette personne qui est de Mich Pochin, entre autres, et je travaille beaucoup, beaucoup, mais je suis très bien entourée et heureusement parce que c'est un peu les montagnes russes. Un jour, c'est formidable et il y a plein de choses qui avancent, on me demande de faire des ateliers et tout et puis il y a des jours où j'ai des gros doutes, et j'ai quand même besoin de me redire, plusieurs fois pourquoi j'ai fait ça et ce que ça m'apporte.
Parce que c'est vraiment une reconversion enfin, je suis vraiment de deux mondes vraiment opposés. Et je repars de zéro, quoi, avec tout ce que ça implique, ce que je disais juste avant, du syndrome de l'imposteur et tout. Et j'essaye justement d'avoir une posture assez honnête là-dessus, sur mon compte Instagram. C'est que j'essaye pas de passer pour une spécialiste, je le suis pas, et j'apprends en même temps, et je trouve ça passionnant, et j'adore. J'adore parce que je découvre des choses en même temps que je les apprends aux autres et à mon fils. Et je crois que c'est ça qui a le plus changé dans mon quotidien, c'est d'apprendre tous les jours. Et donc ça peut être sur le vivant évidemment, mais aussi, sur les réseaux sociaux, sur comment monter une entreprise, sur la stratégie adoptée, sur, créer un produit. Parce que tout d'un coup, là où, j'étais toute une équipe, c'est comme une grosse boîte et tout, en fait, bah, là, tu peux pas déléguer, il faut avoir les mains dans la boue. Il y a pas le choix, et c'est vraiment assez dense, et c'est vraiment ça qui a changé dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours. Et justement, là, comme tu es à ton lancement, est-ce que tu es dans cette, démarche de faire de la prospection? Est-ce que tu vas rencontrer des structures? Comment est-ce que tu essayes de te faire connaître? Ou est-ce que tu as déjà suffisamment de demandes, peut-être aussi, pour envisager, que ça soit, rémunérateur? Parce que c'est une question qui est importante. Oui et non, mais si quand même, on travaille pour, pour pouvoir payer ses factures et donc pour que ce soit, durable dans le temps. Tu es où toi en ce moment, à ce niveau-là? Eh ben, clairement, aujourd'hui, si j'avais pas le chômage, je n'en vivrais pas, ça c'est sûr, parce que j'ai commencé par faire, les ateliers, bénévolement, pour me former, et puis parce que, voilà, il y en a d'autres, la mini colo, je suis un peu payée, mais ça ne suffirait pas. Pour l'instant, je ne pense pas faire que des ateliers. J'aimerais bien avoir un mix, à la fois, de produits, de supports pédagogiques, que je suis en train de développer. Là, je suis en train de créer un jeu avec un illustrateur et tout. Je pense pas que je ferai que des ateliers, mais tout me prend déjà tellement de temps que j'avoue que j'ai pas encore eu le temps de prospecter, vraiment. J'essaye de créer un peu une communauté sur Instagram, de me faire connaître de cette manière-là, mais j'ai pas encore développé vraiment, l'offre d'atelier. Ça vient un peu comme ça, et j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Mais je suis par ailleurs accompagnée par, la BGE, qui accompagne les entrepreneurs, et chaque fois on se retrouve pour essayer de trouver le bon business model. Pour l'instant, on l'a pas encore trouvé. Mais je doute pas qu'à un moment donné, il va ressortir quelque chose. Mais pour l'instant, non, j'ai pas encore la bonne structure, on va dire. Ouais, mais d'où l'importance, tu disais que tu étais bien entourée, d'où l'importance du réseau et vraiment parce que oui, ce sont des activités, alors éducateur à l'environnement, on connaît depuis plusieurs décennies maintenant, mais c'est un métier qui est un peu différent. Là, on est sur des métiers qui sont tout nouveaux, qui sont même, je dirais, différents selon chaque personne. Il y a tellement de structures différentes et d'activités possibles. Tu le disais, tout à l'heure, le champ des possibles est énorme et en plus, ça éveille une créativité où en fait, on ne s'arrête jamais. On a une idée pour un truc et on a envie de proposer encore autre chose. Et donc là, le réseau, il est hyper important. S'entourer de personnes qui, ont déjà un peu de recul, mais aussi des personnes qui sont en train de se lancer. Ça nourrit vachement et ça rassure et dans les moments où on a un peu de démotivation, pas de démotivation, mais un peu plus dur parce que, voilà, comme tu disais, on n'a pas forcément il il y a pas de demande ou il y a des moments, de rush, des moments plus calmes. D'être entouré. Quand on est tout seul derrière son ordinateur ou son petit salon à faire à préparer ses activités, ça fait du bien, quoi. Mais c'est pareil, c'est pas si évident. Enfin, là, je commence à avoir un peu, un petit réseau, mais en ville, alors peut-être, je trouve ça pas forcément évident de trouver, justement les bonnes personnes avec qui échanger et tout. Enfin, ça demande du temps, en tout cas. Mmh. Et du coup, toi, comment est-ce que tu as rencontré ces personnes? En faisant des stages, c'est ça, dans les Ouais, c'est ça, écoles ou ouais. exactement. En faisant des stages, et puis j'avais appelé donc Anne-Jeanne de l'Appel de la Forêt pour, venir, voir, comment ça se passait en atelier, qu'elle donnait le mercredi. Puis après je l'ai retrouvée, au but de Chaumont. Donc c'est comme ça, j'ai commencé à nouer des liens. Et puis aussi, il y a le réseau, Pédagogie par la nature, là où j'ai rencontré aussi pas mal de gens.
Voilà, c'est un peu par ces biais-là qu'on commence à rencontrer des collègues, on va dire. D'après ton vécu, de ton enfance jusqu'à aujourd'hui, pourquoi est-ce si important de s'éveiller au vivant quand on vit en ville? Bah, le truc, c'est qu'en fait, on protège que ce qu'on connaît et en ville, on peut passer assez facilement à côté du vivant, si on sait pas le voir, en fait. Le vivant, il rentre dans le décor, mais en fait, on n'y fait pas forcément attention et j'en suis la preuve vivante parce que j'y ai pas fait attention jusqu'à assez tard et je veux vraiment pas reproduire ça avec mon fils. On est vivant, on est des animaux, il faut arriver à se sentir faire partie de cet ensemble et c'est vrai qu'en ville, on peut facilement passer à côté et c'est surtout en prenant conscience, bah, de ce vivant autour de nous, que nous, les citadins que nous sommes, on va pouvoir développer, une compréhension un peu plus profonde de la biodiversité, des écosystèmes, des cycles naturels et cetera et c'est en prenant conscience de ça que ça va permettre, j'espère en tout cas, de développer des attitudes, un peu plus, on va dire, respectueuses de la nature et c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de s'éveiller au vivant en ville dès le plus jeune âge et en plus, bah, ça c'est un peu autre chose, mais c'est vrai qu'en ville, ça peut être, hyper stressant. Il y a du bruit constamment, voilà, c'est un environnement qui est souvent un peu artificiel et tout ça et entrer en contact avec la nature, même au sein des villes, parce qu'il y en a, parce que que ce soit dans les parcs, les espaces verts, il y a des jardins partagés et ben, ça offre un vrai moyen de se ressourcer et de réduire le stress pour les enfants, mais aussi pour les plus grands. Il y avait une étude en 2022, je crois, qui montrait que le contact visuel ou auditif avec les oiseaux avait un impact positif sur le bien-être mental et c'est vrai, enfin, et on les entend les oiseaux, ils sont là. Il faut juste prendre le temps de les écouter et de les regarder, quoi et aussi, bah, évidemment sur le plan physique, bah, passer du temps, on le sait, c'est bénéfique. On peut marcher, courir, sauter dans les flaques, se rouler par terre, ou juste même passer du temps à l'extérieur. Ça contre un peu ce mode de vie, sédentaire qu'on a aujourd'hui, qui est complètement associé à notre vie urbaine et c'est Richard Louv qui parlait en 2005, dans son livre, Le dernier enfant des bois, du syndrome de manque de nature. Je pense qu'on en a pas mal parlé, mais c'est vrai que c'est un trouble qui fait référence au fait que les enfants passent de moins en moins de temps dehors en plein air et que ça serait une des causes majeures des problèmes de santé, parfois graves, ainsi que même des troubles comportementaux. Donc c'est vrai que c'est vraiment hyper important, même en ville, de pousser les enfants dehors, quoi. Il y avait un article, je crois que c'était dans Le Monde, qui parlait d'une génération d'enfants d'intérieur. Il y a une étude, je crois que c'est, du Manhattan College, qui racontait qu'il y avait, plus de 70 des mères qui jouaient dehors chaque jour quand elles étaient petites, alors qu'il y en a plus que 26 de leurs propres enfants qui en font autant aujourd'hui. Donc ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on peut changer les choses. Il suffit, bah, de pousser les enfants dehors et de les accompagner, bah, chacun à notre échelle on a l'échelle de parents, de pédagogues, mais en tout cas, c'est indispensable aujourd'hui de le faire et même en ville et c'est vrai que j'ai eu plusieurs commentaires qui disaient: «Mais en ville, c'est compliqué et tout». Ouais, c'est sûr que c'est peut-être moins évident, mais il y a quand même des espaces qui sont disponibles pour passer du temps dehors. Et est-ce que là, jusqu'à présent dans les ateliers, tu as rencontré des enfants qui ont une certaine crainte, tu vois, qui sont méfiants de la nature? Ah mais bien sûr! Hem, il y a une activité que j'aime beaucoup faire, c'est les gardiens de la forêt. En fait, c'est des visages debout. On met ses mains dans la boue, on la triture, on fait des visages avec et tout et j'ai eu, des enfants, mais genre qui avaient, 5 ans, qui voulaient pas le faire, qui disaient que c'était sale et du coup, bah, je suis là: «Ouais, bon, c'est» et ça passe assez vite. Franchement, c'est ça qui est assez chouette. C'est que quand ils voient les autres faire, que c'est marrant, que finalement, bah, avec un petit chiffon de l'eau, ça part, ça passe très vite. Mais c'est vrai que c'est parfois, c'est ancré dès le plus jeune âge. Et pareil, c'était, pendant la mini colo, il y a aussi des enfants qui
qui voulaient pas, ni toucher les insectes, bah, après ça je comprends, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont assez, qui disent: «Ah non, 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 je» même les regarder, c'est compliqué. Regarder un ver de terre, ça avait l'air, donc ouais, ouais, malheureusement, c'est assez ancré pour certains, bien sûr pas tous. Et d'où notre, place, d'accompagnante à défaire un peu tout ça et puis à les emmener, justement à renouer avec, ce vivant dont on fait partie. Alors toi, qu'est-ce que tu trouves de particulièrement extraordinaire lors de tes explorations citadines? Et ben, en fait, ce qui est drôle, c'est que, je suis déjà auteure d'enfants parce que je viens de tellement loin, je découvre, c'est comme si tout était nouveau. Je m'enthousiasme vraiment comme un enfant et c'est vrai que je dois beaucoup me documenter, me renseigner et tout, avant de faire mes vidéos et c'est super enthousiasmant, d'avoir toutes ces nouvelles compétences, c'est des nouvelles pas compétences, mais connaissances. Parce qu'en fait, c'est que ce que je trouve extraordinaire dans ces explorations, c'est qu'en fait, si on sait regarder et ben, le vivant, il est partout. Et j'ai vraiment l'impression qu'en faisant ce virage, à 360°, je vois avec des nouvelles lunettes. Je pense qu'il y a quelques mois, je suis pas sûre que j'aurais pu reconnaître des feuilles de marronnier pour dire d'où je partais, de platane ou de ginkgo et j'aurais pas pu dire qu'il y avait des érables, j'en sais rien, ailleurs qu'au Canada, que le sureau, c'était la meilleure plante du monde et qu'on pouvait en faire du sirop, du crumble ou des beignets et limite, pareil, je savais pas qu'avec son bois, on pouvait faire des perles, et que ce sureau et ben, en fait, il est en ville, juste à côté de chez moi. Et c'est pareil pour les activités avec les enfants. Quand on sortait au début avec mon fils, en fait, je prenais des choses à empiler, des trousses à ouvrir, tout ça. Mais en fait, dehors, on a besoin de rien ou presque, en fait. Tout est là sous nos yeux. Et en fait, quand on sait voir, et c'est vraiment ça que j'aimerais transmettre, aux parents, en fait, c'est que l'extérieur, c'est un monde sans limite, en fait. Déjà, c'est hyper bénéfique pour les petits et les grands et ça, quel que soit le temps. Mais il y a pas forcément besoin, en plus, d'aller en forêt. Si déjà on arrive à sortir, j'en sais rien, 20 minutes par jour au parc, ramasser des feuilles, taper dans des marrons, dans une journée qui est dense, hein, je le sais bien, mais c'est un peu calculé à la minute près, mais c'est déjà bien. Et si en semaine, c'est trop juste, c'est pas grave, le week-end, pas de pression. On essaye de sortir un peu plus longtemps et en fait, il y a plein de joyaux cachés, mais même en ville. Et c'est ça que j'aimerais vraiment faire passer et on habite le 93 dans un endroit qui est très urbain et cetera et on arrive à trouver pas si loin que ça des endroits pour sortir et pour, on dit qu'on part en aventure au bout de la rue dans une espèce de petit bois, mais qui est vraiment rikiki. Mais ça suffit déjà, à nous faire du bien. Oui, ça a souvent été évoqué, sur le podcast, le fait juste de d'éveiller ses sens, d'ouvrir ses yeux, d'ouvrir grand ses oreilles. C'est vrai qu'on découvre des choses, hem, pour la plupart d'entre nous, quand on a tous eu un moment où on a été coupés de tout ça et le jour où on ouvre tout ça, c'est une redécouverte et donc l'émerveillement, il est là et l'émerveillement, il peut être, au quotidien parce que la nature, elle évolue tous les jours et là, l'automne, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la saison où le printemps, c'est pareil. C'est des saisons où, les changements vont très, très vite et si on sort, tous les week-ends, c'est une nouvelle découverte et ça, pour les enfants, c'est précieux, mais pour les adultes aussi et hem et donc ça, ouais, que ce soit dans un milieu citadin ou un milieu rural, c'est possible dans les 2 milieux. Les campagnes où on est sur des champs de terre, où il y a plus aucune biodiversité, la nature, elle est pas plus présente que dans un grand boulevard, de centre-ville, donc il faut aller chercher les lieux et il faut prendre les moments et puis, se laisser porter et regarder autour de soi, écouter. Et se mettre tu disais que tu te mettais à hauteur d'enfant parce que tu découvrais, ça c'est quelque chose d'assez, magique. Quand on est avec les enfants et qu'on se met à leur hauteur, en fait, très vite, on s'emballe sur les mêmes choses qu'eux, on a une idée, «Tiens, un marron, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça?» et ça vient en explorant. Toi, dans les, ateliers que tu fais, que tu travailles, où est-ce que tu vas trouver tes inspirations? Et comment est-ce que tu construis tes ateliers? Et ben, en fait, avant de me lancer, je l'ai un peu dit, mais j'ai beaucoup, beaucoup lu.
Il y a des livres qui sont super. Il y a L'école de la forêt de Peter Houston et John Worrall ou Vivre avec la nature avec les enfants de Joseph Barat-Cornell. Et aussi, j'ai participé à plusieurs ateliers avec Anne-Jeanne, que ce soit en forêt au but de Chaumont. Donc ça m'a pas mal inspirée. La formation pédagogie par la nature, évidemment, qui m'a donné plein de clés. Ainsi, d'ailleurs, que le site du réseau de la PPN, où il y a aussi pas mal d'infos. Donc, et puis, j'ai regardé, je pense, tous les documentaires qui ont été faits sur les écoles de la forêt. Il y en a quelques-uns, par exemple l'école de la forêt, qui est avec des élèves de 8 ans, il me semble, et un qui s'appelle École dans la forêt, une révolution verte, réalisé par Anne-Charlotte Roussel-Oldra, qui est sur une école de la forêt à Lideré, qui est super aussi. Et pour les ateliers en tant que tels, en fait, je m'adapte évidemment à la saison, à ce qu'on peut trouver en ce moment, à ce que les enfants sont en train d'apprendre si c'est dans le cadre de l'école dehors. Et puis après, j'essaie toujours de trouver une thématique avec un imaginaire pour qu'il y ait une cohérence entre les ateliers. Par exemple, pour le deuxième atelier que j'ai fait avec l'école en octobre, en fait, on a fait 3 ateliers autour de la magie. Il y en avait un, c'était fabriquer des potions magiques en retrouvant des éléments naturels. On avait tout un atelier sur les baguettes magiques, qui est un peu, je crois, mon activité préférée. Et l'animal totem en fabriquant en fait des animaux avec des feuilles. Donc ça, c'est pas mal. En fait, ça aide à avoir une cohérence entre les différents ateliers. Et puis, je me laisse aussi évidemment inspirer par les comptes Insta que je suis des personnes qui sont, je le disais un peu tout à l'heure, devenues des vrais collègues au quotidien, même si on ne s'est pas encore rencontrés. Mais il y a Fanny de Simonex, je sais pas, je saurais pas le dire. Mais bon, il y a Fanny, Mets tes bottes dans leur nature, Edith, mes petites récrés, Johanna de s'éveiller naturellement, etc., pour ne citer qu'elle. Et puis, il y a ma mère qui me transfère tous les jours de ma vie des idées d'activités que je trouve je ne sais pas où. Et c'est comme ça que, par exemple, pendant plusieurs jours, mais vraiment, hein, elle m'a envoyé des articles sur des lutins en pomme de pin. Et le week-end dernier, j'ai dit, allez, on va quand même essayer. Et en fait, ça marchait pas hyper bien. J'étais pas hyper satisfaite du résultat. Et en plus, je trouvais ça, évidemment, un peu déjà vu et tout. Et mon fils m'a dit, mais est-ce qu'on ferait pas plutôt des super-héros? Il est vraiment dans sa période super-héros. Et donc, on a fait plutôt des super lutins en pommes de pin. Et c'est aussi ça, c'est aussi en échangeant avec lui, je me dis, ok, on va faire un truc un peu différent. Et puis aussi, j'essaye de revisiter un peu des grands classiques, que ce soit la chasse au trésor, les chercher trouve, tout ça, mais en y mettant une histoire autour. J'avais fait comme ça une chasse au trésor avec Papy Écureuil, qui a besoin de notre aide pour ramasser des petits éléments pour faire sa soupe pendant qu'il est en train de jouer avec mamie aux cartes. Et ça apporte beaucoup, en fait, de trouver une bonne histoire. Ça permet de refaire des activités en changeant un peu la thématique. Et surtout, les enfants, ils se l'approprient vachement quand ils savent pourquoi ils font cette activité. Et je trouve rajouter cette couche d'imaginaire, c'est beaucoup plus complet ensuite. Et on arrive à, du coup, pas faire toujours la baguette magique, mais une fois, j'en sais rien, ce sera les bois des rennes du Père Noël, je dis n'importe quoi, mais ça permet de refaire un peu la même activité, mais en la réinventant. Donc il y a toujours un max de créativité, quoi. Très chouette. Et tout à l'heure, tu en as parlé un petit peu. Moi, je suis une très grande fan de jeux de société. J'ai vu passer il y a quelques jours, tu as partagé, tu travailles sur un jeu de cartes, c'est Oui, ça? tout à Tu veux fait. bien en parler? Ah ouais, bien sûr. Et en fait, c'est un jeu hyper simple que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle Qui suis-je? L'idée, c'est de mettre sur son front normalement, c'est le nom d'un personnage et de le faire deviner. Sauf que, pareil, je me suis mis à la place d'un enfant. Il sait pas lire forcément. En tout cas, 4 ans, il sait pas trop lire. Donc je me suis dit: «OK, on va le faire tout en illustration et surtout, avec le vivant qu'on a en ville autour de nous». Et donc toutes les illustrations qu'on a faites avec Thomas sont des animaux, enfin des animaux, des insectes, des araignées qu'on trouve autour de nous. Donc ça, c'est la première partie du jeu. Vraiment, les illustrations, elles sont trop chouettes. Enfin, j'ai trop hâte. On l'a envoyé en impression là pour voir ce que ça donnait. Et il y a une autre partie du jeu pour les un peu plus grands, où là, l'idée, c'est en lisant un peu la biographie du personnage, de chaque insecte ou chaque animal, ou chaque oiseau qu'on a dessiné, de retrouver de qui on parle en faisant sa présentation. Et donc, ça donne des choses assez drôles. Ils ont des noms un peu rigolos. Et il faut retrouver dans les cartes illustrations le bon insecte, le bon animal, la bonne chose. Voilà.
Et beh, vivement que ça sorte. Ah ouais, ouais, bah, là, pour l'instant, ce sera vraiment un prototype, puis après on verra ce qu'on en fait, mais je suis vraiment super contente et j'attends de voir le résultat, avec impatience. Ouais, mais les petits jeux comme ça, moi j'en propose toujours dans les ateliers, dans l'espace, lecture, le coin calme. Il y a quelques petits jeux, tu vois? Un loto, il y a, le jeu de cette famille, avec les 7 ordres d'insectes, de j'ai mangé son nom, mince, et qui est un jeu absolument magnifique et en fait, quand les enfants ont pas trop envie d'aller courir, qu'ils veulent rester au calme, et bah, de temps en temps, ils se font une petite partie et alors là, ils sont en extérieur, mais tu vois, quand on arrive à la saison froide où oui, effectivement, il est difficile de sortir, pour les adultes, mais ça peut être l'occasion aussi d'amener un peu de vivant à l'intérieur et comme ça, après, on arrive au printemps et on a plein de nouvelles connaissances Oui! et on peut aller les voir pour de vrai. Beaucoup de personnes qui écoutent le podcast réfléchissent à se lancer, à leur tour dans l'accompagnement des enfants en nature. Moi, c'est presque tous les jours que je reçois des messages. Super! Ouais, mais oui, c'est une bonne chose, mais c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, il y a tellement de possibilités, tellement on ne sait pas trop, quand on arrive dans un nouveau domaine, on ne sait pas trop par quel bout, le prendre. Qu'est-ce que tu aimerais leur partager pour que ces personnes-là franchissent le pas et se lancent à leur tour? Et ben, déjà, tu le disais un petit peu, mais la nature, le vivant, c'est un terrain de jeu qui est exceptionnel et c'est vraiment, je pense, une nécessité aujourd'hui que de se connecter, ou reconnecter à la nature. Mais il faut trouver la bonne manière de le faire. Il y en a plein. Il faut trouver la bonne manière, qui nous correspond, que ce soit, dans la classe, dans le cadre d'une classe dehors, d'ateliers, de colos, de supports éducatifs. Enfin, c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'il y a plein de manières de s'y prendre. La mission, elle est super vaste, mais elle est nécessaire. Après, je sais pas, si je conseillerais forcément le virage à 360, ou alors avec quelques réserves et sachant un peu où on va. Parce que quand même, il faut être, bien accroché. Je pense on en parlait un peu tout à l'heure, mais c'est un peu les montagnes russes, et on parlait d'être bien entouré, effectivement, avec le réseau, mais je pense aussi, entouré par ses proches. Quand en tout cas, comment on veut passer vraiment d'un monde à un autre, faire une reconversion en tout cas. Mais il y a pas que des reconversions, on peut aussi monter son atelier en ville, ses supports et cetera. Enfin, il y a plein de manières de faire. En tout cas, s'il y a des personnes qui souhaitent se reconvertir, sachant que moi-même j'en suis qu'au tout début du chemin, mais je serais hyper partante et en tout cas de partager, plus profondément en fait ce parcours. C'est un super chouette chemin, mais c'est vrai qu'il y a des hauts, des bas, voilà. Tout n'est pas blanc ou noir en tout cas. C'est Ouais, comme pour tout, mais effectivement, il faut s'accrocher. exactement. Non, mais encore une fois, on est en novembre. Moi, j'ai vraiment commencé les ateliers, en octobre, donc je suis vraiment au tout début du chemin. On verra, je pense que c'est intéressant de voir comment ça se passera, quand la saison, effectivement, quand les adultes voudront sortir après l'hiver. Mais en tout cas, il y a plein de choses à faire et je pense que c'est indispensable aujourd'hui, qu'on s'y mette à tous et c'est super et je trouve ça formidable qu'il y ait plein de gens qui ont envie de se lancer. Enfin, c'est trop chouette. Mais tu reviendras dans un an alors, pour nous raconter tout ça, avec un peu de recul et une année complète. Bon et ben, en tout cas, merci beaucoup Margot pour, ce moment, pour, ta transparence, pour ta spontanéité et de partager, ce lancement. C'est, je pense, inspirant, motivant et puis ça va amener des gens, j'espère, à se dire: «Bah ouais, moi aussi je peux le faire». Donc merci beaucoup. Bien sûr. Merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir reçue et on se dit rendez-vous dans un an. Dans un an, ouais, je note Super. aussi. Merci. Ciao. Ciao. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cette discussion vous a plu et qu'elle éveille en vous une certaine curiosité pour l'éducation en plein air, voire même peut-être une envie de militer pour qu'elle se répande davantage.
Pour en savoir plus sur mon invité du jour, je vous invite à vous rendre sur le site pédagogieduvivant.fr. Vous y trouverez toutes les infos à son sujet, ainsi que ses recommandations. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, sortir, ça ne doit être que du kiff. Allez, ciao ciao, à bientôt.